Ce jour-là, dans un petit garage poussiéreux de banlieue parisienne, un miracle allait se produire. Quand Amélie Moreau, 8 ans, fille du plus puissant industriel automobile de France, entra dans l'atelier délabré de Julien Dubois avec sa robe rose tachée et ses chaussures vernis usées, personne ne pouvait imaginer que cette petite fille, qui n'avait jamais prononcé un seul mot de sa vie, allait à jamais changer le destin d'un homme qui gagnait 1200 € par mois. Amélie était née muette, un handicap que les meilleurs médecins d'Europe n'avaient pu guérir. Mais quand ce mécanicien aux mains calleuses s'agenouilla devant elle et essuya ses larmes avec un chiffon taché d'huile, quelque chose se brisa dans le silence de cet enfant. Cette histoire nous rappelle que les vrais miracles naissent souvent de la compassion la plus simple, et que parfois l'amour peut accomplir ce que la médecine ne peut guérir. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. L'atelier de Julien Dubois n'était pas le genre d'endroit où l'on s'attendait à voir des enfants riches. C'était un hangar en tôle ondulée dans une zone industrielle de Meaux, où l'air sentait l'huile moteur et le métal rouillé, où le sol était marqué par des décennies de travail honnête mais mal payé. Les murs étaient tapissés de calendriers délavés, d'outils suspendus anarchiquement et de photos jaunies de voitures de sport que Julien ne posséderait jamais. C'était un mardi après-midi d'octobre quand Amélie arriva. Le ciel était gris, comme souvent en Île-de-France à cette saison. Une bruine légère avait commencé à tomber et Julien était allongé sous une Clio de 2008, essayant de comprendre pourquoi le moteur faisait ce bruit étrange que le propriétaire avait décrit comme un chat qui pleure. Il entendit la clochette rouillée qu'il avait installée lui-même parce qu'il n'entendait souvent pas quand quelqu'un entrait, et rampa dessous la voiture en gémissant. Il s'attendait à un client habituel, peut-être M. Schneider avec son Passat qui perdait de l'huile, ou Mme Hoffmann qui se plaignait toujours que sa voiture puait. Bien que Julien lui ait expliqué 100 fois que le problème venait de son chien mouillé. Au lieu de cela, il vit une petite fille. Elle était petite, peut-être 8 ans, avec de longs cheveux blonds qui tombaient en vagues parfaites sur ses épaules, le genre de cheveux qu'on voit dans les publicités de shampooing coûteux. Elle portait une robe rose avec des broderies blanches, maintenant boueuses aux genoux, et des chaussures vernis noires qui avaient dû briller comme des miroirs. Son visage avait une beauté presque irréelle, avec d'immenses yeux bleus maintenant rouges et gonflés de larmes. Elle serrait un petit sac licorne contre sa poitrine. Julien se releva, essuya ses mains sur sa salopette bleue, déjà désespérément sale, et s'approcha prudemment de la fillette. Il était évident qu'elle avait peur. Ses yeux regardaient tout dans l'atelier comme si elle avait atterri sur une autre planète. Et d'une certaine façon, c'était probablement le cas. Une petite fille habillée ainsi, avec cette posture qui criait privilège et richesse, n'avait jamais mis les pieds dans un endroit comme celui-ci. Julien s'agenouilla à sa hauteur, un geste qu'il avait appris quand sa fille Léa était encore vivante, avant que l'accident de voiture ne l'emporte avec sa femme il y a 5 ans. La douleur de ce souvenir était toujours là, un poids constant dans sa poitrine, mais il avait appris à vivre avec, à fonctionner malgré tout. « Tu t'es perdue, ma chérie ?» demanda-t-il doucement. « Tu veux que j'appelle quelqu'un, ça va ?» La petite fille le regarda avec ses yeux immenses. Les larmes continuaient de couler silencieusement, mais elle ne dit rien. Elle n'émit aucun son. Julien pensa qu'elle était peut-être trop effrayée pour parler, ou peut-être en état de choc. Il remarqua que ses genoux étaient écorchés, de petites blessures d'où sortait un mince filet de sang. Elle avait dû tomber, probablement en fuyant quelque chose ou quelqu'un. Julien ressentit une vague de protection qu'il n'avait pas éprouvée depuis 5 ans, depuis qu'il n'y avait plus sa fille à protéger. Il se releva lentement, désigna une chaise en plastique dans le coin de l'atelier où il s'asseyait habituellement pour déjeuner et fit signe à la fillette de s'asseoir. Elle obéit, ses mouvements prudents comme ceux d'un animal sauvage prêt à fuir. Julien alla dans le petit cabinet de toilette au fond, une pièce minuscule avec un lavabo taché et un miroir brisé, et prit la trousse de premier secours qu'il gardait là, plus par nécessité que par prévoyance, car il se coupait ou se brûlait si souvent en travaillant. Il revint vers la fillette et nettoya doucement ses genoux avec une lingette désinfectante. Elle ne grimaça pas de douleur, n'émit aucun son,
se contentant de fixer son visage avec une intensité que Julien trouvait presque troublante. Quand il eut terminé, il colla des pansements sur les égratignures. Des pansements avec de petites étoiles qu'il ne se souvenait pas avoir achetées et qui traînaient probablement là depuis des années. Puis il fit la seule chose sensée qui lui vint à l'esprit. Appeler la police. Il prit son téléphone sur l'établi et s'apprêtait à composer le numéro quand la fillette se leva avec une agilité surprenante et saisit sa main. La force de sa prise était désespérée. Ses yeux le suppliaient de ne pas le faire. Même sans mots, le message était clair. N'appelle personne. Julien hésita. Tous ses instincts rationnels lui disaient d'appeler les autorités, que c'était clairement une fillette qui appartenait à une famille riche qui devait la chercher frénétiquement. Mais quelque chose dans les yeux de cet enfant, quelque chose dans son désespoir silencieux, l'arrêta. Il s'agenouilla de nouveau à sa hauteur et promit, sans vraiment savoir pourquoi, qu'il n'appellerait personne pour l'instant, qu'elle pourrait rester ici jusqu'à ce qu'elle soit prête à dire ce qui s'était passé. La fillette hocha la tête, une larme solitaire roulant sur sa joue, et pour la première fois depuis son arrivée, ses muscles se détendirent légèrement. Julien ne savait pas encore que cette fillette s'appelait Amélie Moreau, que son père Pierre possédait la moitié des équipementiers automobiles de France, que sa mère Christine était une chirurgienne réputée qui opérait des célébrités et des politiciens. Il ne savait pas qu'Amélie était muette depuis sa naissance, que ses parents avaient dépensé des millions en consultations médicales dans le monde entier, cherchant un remède qui n'existait pas. Il ne savait pas qu'Amélie avait fui de chez elle ce matin-là parce qu'elle avait entendu, grâce au langage corporel et aux expressions faciales qu'elle avait appris à lire parfaitement, ses parents discutaient de l'envoyer dans un internat spécialisé en Suisse, loin d'eux, où des professionnels formés pourraient mieux gérer ses difficultés qu'ils ne le pouvaient. Tout ce que Julien savait, c'est qu'il y avait une fillette effrayée dans son atelier et que pour la première fois depuis 5 ans, depuis qu'il avait perdu sa famille, il ressentait le besoin de protéger quelqu'un d'autre que lui-même. Les heures se passèrent dans l'atelier. Amélie resta assise sur la chaise en plastique, observant Julien travailler. Il lui offrit des biscuits et de l'eau, et dans le silence, il commença à parler. Il lui raconta sa fille Léa, qui à 7 ans adorait les dinosaures et voulait devenir astronaute. Et puis il parla de l'accident, un camion qui n'avait pas respecté le feu rouge un instant, et sa vie s'était brisée en 2 parties. Avant, quand il avait une famille, et après, quand il n'avait plus que des souvenirs. Amélie écoutait avec une attention totale. Il y avait de la compréhension dans ses yeux, comme si cette fillette de 8 ans comprenait la douleur de perdre quelque chose de précieux. Quand il fut 6 heures du soir, Julien sortit un carnet et demanda à Amélie d'écrire son nom. Elle écrivit d'une écriture claire. Amélie. Puis, hésitante, elle écrivit aussi le numéro de téléphone de ses parents. Julien appela. Une voix féminine désespérée répondit. La voix d'une mère qui avait perdu son enfant. Julien dit seulement qu'Amélie était en sécurité et qu'elle rentrerait bientôt à la maison. La femme commença à poser 1000 questions, mais il raccrocha. Il avait fait une promesse à Amélie et les promesses faites aux enfants étaient sacrées. Cette nuit-là, Julien emmena Amélie dans son appartement de Meaux, un endroit modeste avec des photos de Léa et de sa femme Marie partout. Amélie s'arrêta devant une photo de Léa avec une glace, le visage couvert de chocolat. Julien la vit sourire pour la première fois, un petit sourire triste. Il prépara des spaghettis à la sauce tomate et lui donna un t-shirt pour dormir. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Julien se demanda ce qu'il fichait. Il savait qu'il devait la ramener à sa famille le lendemain. Quand il finit par sombrer dans un sommeil agité, il rêva de Léa qui courait avec une autre fillette blonde. Toutes deux riaient silencieusement. Le lendemain, Julien comprit qu'il ne pouvait plus attendre. Il appela Christine Moreau, qui pleura de soulagement en apprenant que sa fille était saine et sauve. Il lui donna l'adresse de l'atelier pour l'après-midi. Amélie le regarda avec de la trahison dans ses yeux bleus. Julien expliqua doucement qu'elle devait rentrer chez elle, que ses parents l'aimaient. Amélie secoua énergiquement la tête. Les larmes revinrent, mais Julien resta ferme. À 3 heures de l'après-midi, une limousine noire s'arrêta devant l'atelier. 2 personnes en sortirent en taille.
Un homme grand d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants, l'expression partagée entre soulagement et colère, et une belle femme d'une quarantaine d'années, la robe froissée, les yeux rougis par les larmes. Amélie courut dans les bras de sa mère avec désespoir. Christine tomba à genoux et l'étreignit. Pierre Moreau resta en retrait, les poings serrés, la mâchoire crispée. Christine s'approcha de Julien avec de la gratitude dans les yeux et le remercia avec un poids qui dépassait les mots. Mais Pierre s'avança d'une voix dure, demandant pourquoi il n'avait pas appelé immédiatement, menaçant de porter plainte. Amélie fit quelque chose d'extraordinaire. Elle se plaça devant Julien, les bras écartés, ses yeux lançant des éclairs à son père. Une fillette de 8 ans défendant son protecteur contre son père millionnaire. Pendant qu'elle rassemblait ses affaires, un papier glissa de sa mallette et tomba dans une flaque. Nicolas se pencha pour le ramasser. Un en-tête en haut, partiellement visible malgré les dégâts de l'eau. Tribunal de grande instance de... Le reste était illisible. Elle récupéra rapidement le document de sa main et le glissa dans sa mallette. Elle n'expliqua pas. Il ne demanda rien. Mais à ce moment-là, alors que la foudre illuminait le ciel derrière elle, Nicolas vit quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle se tenait, malgré être trempée et blessée. De l'autorité, du contrôle, quelqu'un habitué à prendre des décisions importantes. Il ne savait pas quelles étaient ces décisions. Il ne savait pas que demain, elle en prendrait une qui le concernait. Nicolas retourna à sa voiture et sortit sa caisse à outils. « J'ai ce qu'il faut », cria-t-il sous la pluie. « Ça va prendre du temps, mais je vais vous sortir de là. » La femme hocha la tête, tenant la lampe de son téléphone pour l'éclairer du mieux qu'elle pouvait. Aucun d'eux ne savait que ce moment allait tout changer. Nicolas ouvrit sa caisse à outils dans le coffre. Même sous la pluie, tout était exactement à sa place. Clés organisées par taille, cric hydraulique, câbles de démarrage soigneusement enroulés, compresseur d'air d'urgence. Il avait appris depuis longtemps qu'être préparé, ce n'était pas une question d'argent, mais de respect pour les outils qu'on avait. « La roue de secours est à plat, » dit-il à la femme, « et votre jante est trop abîmée pour tenir quoi que ce soit correctement. Mais j'ai un compresseur. Si j'arrive à regonfler cette roue et à la réparer temporairement, elle vous emmènera peut-être sur 15 kilomètres. Il y a une station-service ouverte 24h/24 à environ 8 kilomètres au nord. Ils ont un service de dépannage. » Le visage de la femme montra un espoir prudent. « Vous pouvez faire ça? »« Je peux essayer. » Nicolas sortit la roue de secours, la roula à travers l'eau qui lui arrivait aux chevilles jusqu'à sa voiture et connecta le compresseur portable à sa batterie. La machine bourdonna. Pendant que le pneu se gonflait, il attrapa son kit de réparation, trouva la fuite lente. La pluie rendait tout plus difficile. Ses mains étaient engourdies, le caoutchouc glissant. Mais il avait fait ça avant, dans des parkings à 2 heures du matin, pour des voisins qui n'avaient pas les moyens d'aller au garage. La femme se tenait près de lui, tenant son téléphone pour faire de la lumière, malgré la batterie presque morte. « Vous faites ça souvent ?» demanda-t-elle. « Secourir des gens en détresse ?» Nicolas travailla la rustine dans le pneu, scellant la fuite. « Quand je peux, personne ne devrait être seul quand les choses vont mal. » Le compresseur gémit. Le pneu tint la pression. Il leva les yeux vers elle. « Vous avez de la famille? Quelqu'un vous attend? » Elle hésita. « Un fils. Il est étudiant maintenant. Il ne s'inquiète plus autant pour moi qu'avant. » « Ils ne s'arrêtent jamais de s'inquiéter, » dit Nicolas en serrant la valve. « Ils deviennent juste meilleurs pour le cacher. » Elle sourit légèrement. « Vous avez une famille? »« Une fille. 9 ans. Elle est tout pour moi. » La femme le regarda travailler, quelque chose changeant dans son expression. « Elle a de la chance de vous avoir. » Nicolas marqua une pause, juste une seconde. « C'est moi qui ai de la chance. » Le pneu était prêt. Il le ramena à la BMW, positionna le cric et commença à soulever la voiture. Ses muscles brûlaient. La pluie continuait. Des voitures passaient occasionnellement, les éclaboussant tous les deux d'embruns d'autoroute. Personne d'autre ne s'arrêtait. Personne d'autre ne s'en souciait. Mais Nicolas continuait à travailler. Il retira le pneu détruit, la jante abîmée éraflant ses phalanges. Du sang mélangé à l'eau de pluie coula sur ses mains. La femme vit. « Vous êtes blessé. »« Ça va, dit Nicolas. Presque fini. »
Il monta la roue de secours, serra les écrous à la main, puis utilisa la clé pour les fixer correctement. La voix de son père résonnait dans sa tête depuis des années. Il n'avait jamais connu son père, mais il avait appris cette leçon dans une vidéo YouTube à 2 heures du matin quand son propre pneu avait explosé et qu'il avait 12 € sur son compte. La roue de secours était montée. La voiture était remise au sol, mais quand la femme tourna la clé, rien ne se passa. Clic, clic, clic. « La batterie est morte », dit Nicolas. « Les warnings sont restés allumés trop longtemps. » Elle ferma les yeux, prit une respiration. « Bien sûr. »« C'est bon, » dit Nicolas rapidement. « Je peux vous faire une batterie, donnez-moi 2 minutes. » Il avança sa voiture, les phares illuminant les 2 véhicules dans le déluge. Il connecta les câbles de démarrage, rouge sur positif, noir sur négatif. Le rituel était devenu automatique. Sa propre voiture démarra à peine. La batterie était vieille, probablement plus que 6 mois à vivre s'il avait de la chance, mais elle prit. Le moteur toussa et se mit en marche. « Essayez maintenant », cria-t-il. La femme tourna la clé. La BMW rugit. Elle le regarda à travers le pare-brise, les yeux écarquillés d'incrédulité et de gratitude. Nicolas débrancha les câbles, les enroula et s'approcha de sa fenêtre. « Cette roue de secours ne tiendra pas si vous dépassez 50 km à l'heure, dit-il, et franchement, je ne lui fais pas confiance pour faire 8 km par ce temps. Que suggérez-vous? Je vais vous suivre. Si elle commence à se dégonfler, je le verrai avant que vous ne le sentiez. On vous amènera en sécurité. » Elle secoua la tête. « Vous en avez assez fait, vous devez rentrer chez vous. » Nicolas regarda l'autoroute, vide, sombre, dangereuse. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, je ne vous laisse pas ici. Ce pneu pourrait lâcher à tout moment. Je reste derrière vous. Je clignoterai des phares s'il y a un problème. » Elle étudia son visage, vit la détermination, cette gentillesse qui n'était pas feinte. « D'accord, » dit-elle doucement. « Merci. » Le convoi commença, sa BMW boitante devant, sa C3 qui tout sautait derrière, à travers la tempête. Nicolas garda ses distances, surveilla ses feux arrière, vérifia la roue à chaque kilomètre. À 4 kilomètres, il la vit. Le pneu se dégonflait lentement, mais sûrement, il fit des appels de phare. Elle le vit, ralentit, se gara sous un pont, le seul abri à des kilomètres. Nicolas se gara derrière elle, attrapa le compresseur et le kit de réparation, et courut sous la pluie. « Elle perd de l'air, dit-il. Mais on est à mi-chemin. Je peux la réparer mieux cette fois. » Il travailla plus vite maintenant, trouva une autre fuite, la scella, regonfla. Ses mains tremblaient de froid et d'épuisement. Son dos le faisait souffrir à force de se baisser. Ses vêtements étaient trempés, mais il ne se plaignait pas. Elle s'accroupit à côté de lui, essayant d'aider à tenir la lampe malgré sa cheville blessée. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle doucement. Nicolas ne leva pas les yeux. « Parce que je peux, et parce que quelqu'un l'a fait pour moi une fois. » Quand? Il y a 3 ans, ma femme est partie. Je me suis retrouvé seul avec ma fille. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Une voisine, Madame Dubois, nous apportait le dîner tous les dimanches pendant 6 mois. Elle ne demandait rien. Elle venait juste. Il finit la réparation, se releva, essuya ses mains sur son jean trempé. Elle m'a dit « On aide quand on peut, on reçoit quand on doit, c'est comme ça qu'on survit. » La femme hocha lentement la tête. Elle avait l'air sage. Elle l'était, dit Nicolas. Elle est décédée l'année dernière, mais je pense à elle chaque fois que je vois quelqu'un qui a besoin d'aide. Ils restèrent là un moment sous le pont, la pluie formant un rideau autour d'eux, 2 étrangers réunis par les circonstances. « Le pneu devrait tenir maintenant, » dit Nicolas. « Allons vous conduire à cette station. » 3 kilomètres plus tard, ils la virent. Des lumières vives perçant l'obscurité. Une station-service ouverte 24h/24 avec un camion de dépannage garé devant. Un havre de sécurité. Elle se gara. Nicolas se gara derrière elle. Elle sortit de sa voiture, claudiquant mais stable, et marcha vers son camion. Nicolas baissa sa vitre. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Vous m'avez sauvé ce soir. » Nicolas secoua la tête. « Pas besoin de me remercier. Soyez juste prudente pour arriver où vous devez aller. »
Je le serai, dit-elle, grâce à vous. Elle le regarda longuement, le voyant vraiment. Un homme bon dans un camion cassé à minuit. Quelqu'un qui s'était arrêté quand tout le monde continuait de rouler. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Nicolas. Nicolas Moreau. » Elle répéta doucement, gravant le nom dans sa mémoire. « Je suis Françoise Blanc. » Ils se serrèrent la main. Les siennes étaient douces, manucurées. Les siennes étaient calleuses, saignant des éraflures de la jante. Elle remarqua ses blessures. « Vous devriez nettoyer ça. »« Je le ferai. Prenez soin de vous, madame. » Françoise marcha vers le bureau de la station où un dépanneur l'attendait. Nicolas regarda jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité à l'intérieur. Puis il vérifia l'heure sur son téléphone. 1h43. Tribunal dans 7h17. Il mit le camion en marche et conduisit vers chez lui sous la pluie, pensant à Emma, à demain, à l'espoir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Françoise pensait déjà à lui aussi. À l'intérieur de la station-service, sous les néons bourdonnants, Françoise regardait Nicolas repartir. Elle sortit son téléphone et nota rapidement sa plaque d'immatriculation. Puis elle passa un appel. « J'ai besoin que tu me renseignes sur quelqu'un, » dit-elle discrètement. « Il s'appelle Nicolas Moreau. » Elle donna le numéro de plaque. Rien d'invasif, juste les registres publics, vérification de ses antécédents. J'ai besoin de savoir qui il est vraiment. Elle marqua une pause, regardant par la fenêtre l'autoroute vide où ses feux arrière avaient disparu. Et j'ai besoin de ça d'ici demain matin. Nicolas rentra chez lui en pensant qu'il ne la reverrait jamais. Il ne savait pas qu'elle enquêtait déjà sur lui. Il arriva chez lui à 2h37. À l'intérieur, il vérifia d'abord Emma, toujours d'abord. Elle dormait, recroquevillée avec son éléphant en peluche, respirant doucement. Sa veilleuse projetait des étoiles violettes au plafond. Nicolas embrassa son front, murmura « Je t'aime, ma puce ». Dans la salle de bain, il nettoya ses mains. Coupure sur 3 phalanges. Il les banda soigneusement. Il régla 3 alarmes. 6h30, 6h35, 6h40. Nicolas s'allongea en fixant le plafond. Dans 6 heures, il se tiendrait devant un juge. « Peut-être qu'elle aura pitié », murmura-t-il. Il n'avait aucune idée. À 40 kilomètres de là, Françoise Blanc était assise au bureau de son hôtel avec son ordinateur portable ouvert. Elle avait pris une douche, changé de vêtements secs, mais ne pouvait pas dormir. Ses doigts bouguaient sur le clavier. Nicolas Moreau, tapa-t-elle dans la base de données des registres publics. Elle ajouta son numéro de plaque, appuya sur Entrée, les résultats se chargèrent. Adresse, historique professionnel, rapport de crédit, puis elle le vit. Dossier d'affaires, État contre Nicolas Moreau, chèque frauduleux, date d'audience, demain 9h. Juge assigné, Madame Françoise Blanc. Françoise s'adossa, sa main couvrit sa bouche. L'homme qui l'avait sauvée cette nuit comparaissait devant elle dans moins de 7 heures. Elle cliqua sur le dossier de l'affaire. Accusation, émission d'un chèque sans provision. Montant 77 €. Restitution payée intégralement dans les 15 jours. Elle continua de lire référence de caractère du centre communautaire. 2 emplois, parent unique d'un enfant mineur. Description des articles. Fourniture scolaire, quote part médical pour rendez-vous pédiatrique. Françoise ferma les yeux. Elle connaissait cette histoire. Elle l'avait vue 100 fois depuis son banc, mais cette fois, elle connaissait l'homme derrière le numéro de dossier. Elle décrocha son téléphone. « C'est Françoise, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Nicolas Moreau. Historique professionnel, référence, lien communautaire, tout ce qui est légal. Il me faut ça avant 9h. » Elle raccrocha, regarda la carte de visite sur le bureau, celle qu'elle avait donnée à Nicolas. Juge Françoise Blanc, tribunal de grande instance de Lyon. L'avait-il lu? Quelque chose lui disait que non. Il l'avait aidé sans savoir. Entre-temps, Nicolas dormait d'un sommeil agité, se réveilla à 6h30 aux 3 alarmes, fit le petit déjeuner d'Emma, l'accompagna à l'arrêt de bus, l'embrassa pour lui dire au revoir. « Je rentrerai bientôt, ma puce. »« Promis » demanda-t-elle. « Promis. » Il regarda le bus disparaître, puis conduisit au tribunal. À 8h45, il arriva, les mains tremblantes, la gorge sèche.
Son avocat commis d'office le rencontra dans le couloir, surmené, épuisé. Première infraction, il pourrait être clément. Nicolas hocha la tête. Pourrait, ça ne suffit pas. J'ai une fille. L'avocat lui serra l'épaule. Je sais, on fera de notre mieux. Ils s'assirent dans le couloir. Famille, avocat, le poids du système pesant sur tous. À 8h58, l'huissier appela « Levez-vous, Madame la juge Françoise Blanc préside ». Nicolas se leva, tête baissée, priant. La porte du juge s'ouvrit. Il leva les yeux. Leurs yeux se croisèrent à travers la salle d'audience. Son visage, choc, incrédulité, terreur. Son visage à elle, composé, illisible, officiel. Le moment où Nicolas la reconnut, tout ce qu'il avait fait la nuit précédente lui sembla soudain pouvoir se retourner contre lui. Son monde bascula. La salle d'audience, les bancs en bois, le drapeau français, le sceau sur le mur, tout devint flou. Seul le visage de Françoise resta net. Juge Françoise Blanc, la femme de l'autoroute. L'esprit de Nicolas s'emballa, la panique envahissant chaque pensée. Elle est le juge, elle est mon juge, quelles sont les chances? Ses mains agrippèrent le bord de la table, les jointures blanches. Elle va penser que je savais. Elle va penser que je l'ai aidée exprès. Elle va penser que je suis un escroc. Françoise prit place au banc. Son expression était parfaitement neutre, professionnelle, le visage de l'autorité. Elle ouvrit un dossier, ajusta ses lunettes de lecture. Affaire numéro 24 CR 847, dit-elle, la voix claire et mesurée. État contre Nicolas Moreau, accusation d'émission de chèques frauduleux. L'avocat de Nicolas se leva. Madame la juge, la défense est présente et prête. Le procureur se leva aussi. L'état est prêt, Madame la juge. Françoise regarda le dossier, puis leva les yeux vers Nicolas. Leurs yeux se croisèrent à nouveau. Pendant une fraction de seconde, quelque chose passa entre eux. Reconnaissance, acquiescement, puis son visage redevint neutre. Avant de procéder, dit Françoise, je dois aborder quelque chose au registre. La salle d'audience se tut. Le cœur de Nicolas s'arrêta. Ça y est, elle va penser que j'ai planifié ça. Françoise continua, le ton égal. La nuit dernière, j'ai eu une rencontre personnelle avec l'accusé. Des murmures parcoururent sur la salle. La tête du procureur se redressa brusquement. Madame la juge. L'avocat de Nicolas sembla confus, regardant tour à tour Françoise et Nicolas. Françoise leva une main. Laissez-moi être clair. Vers minuit, mon véhicule est tombé en panne sur l'A6 par mauvais temps. Monsieur Moreau s'est arrêté pour m'aider. Il a réparé mon pneu, assuré ma sécurité et a refusé toute compensation. Le procureur se leva immédiatement. Madame la juge, avec tout le respect, cela crée un conflit d'intérêts évident. L'État demande votre récusation. L'avocat de Nicolas se leva aussi, plus lentement, incertain. Madame la juge, la défense n'avait aucune connaissance de cette rencontre. Nicolas trouva sa voix, désespéré. Je ne savais pas, je jure que je ne savais pas. Françoise le regarda directement. Monsieur Moreau, saviez-vous qui j'étais quand vous vous êtes arrêté pour m'aider la nuit dernière? Nicolas se leva, tremblant. Non, Madame la juge, je jure sur la vie de ma fille que je n'avais aucune idée. Vous m'avez donné une carte de visite, mais je n'ai pas pu la lire sous la pluie. Vous aviez juste besoin d'aide. Sa voix se brisa. Je ne ferai jamais. Je ne suis pas ce genre de personne. Françoise hocha lentement la tête. Je vous crois, Monsieur Moreau. Le temps rendait la lecture difficile. Je ne me suis pas identifié comme juge, et vos actions étaient cohérentes avec quelqu'un qui ignorait ma position ou cette affaire. Elle se tourna vers le procureur. Néanmoins, je reconnais que mon impartialité pourrait être questionnée. Je suis prête à me récuser si l'une ou l'autre partie en fait formellement la demande. La salle d'audience retint son souffle. Après délibération, les deux parties acceptèrent qu'elle préside. Françoise ouvrit entièrement le dossier de Nicolas. « Monsieur Moreau, j'ai examiné votre dossier. Le 15 mars de cette année, vous avez émis un chèque de 77 € sachant que vous aviez des fonds insuffisants. Est-ce exact? Oui, Madame la juge. Ce chèque était pour les fournitures scolaires de votre fille et une quote-part médicale. Correct.
Vous avez remboursé le montant total plus les frais dans les 2 semaines? Oui, Madame la juge, dès que j'ai été payée. Françoise hocha, prenant des notes. Après les plaidoiries, elle annonça: Monsieur Moreau, ce que vous avez fait était illégal. Cependant, la loi accorde aussi au juge une discrétion dans les peines. Une discrétion basée non seulement sur le crime, mais sur l'individu qui l'a commis. Elle se pencha légèrement en avant. Vos actions la nuit dernière ont démontré quelque chose que cette cour voit rarement, un caractère authentique. Je vous condamne donc au temps déjà purgé, soit aucun. J'ordonne une mise à l'épreuve surveillée de 6 mois et j'annule tous les frais de justice. De plus, à l'achèvement réussi de votre probation, j'ordonne que cette accusation soit effacée de votre dossier. Nicolas ne pouvait pas parler. Les larmes coulaient sur son visage. Françoise adoucit son expression. Monsieur Moreau, vous avez fait une erreur dans une situation impossible. Cela ne vous définit pas. Vos actions depuis celle-là vous définissent. Le marteau tomba doucement. Cette affaire est ajournée. Plus tard, dans son bureau, Françoise lui offrit un poste de coordinateur dans une association de réinsertion. Salaire 35 000 € annuels. Avantages complets. Horaire de jour. Vous avez montré exactement qui vous êtes la nuit dernière. 1 an plus tard, Nicolas dirigeait un programme aidant d'autres parents en difficulté. Son histoire se répandait, inspiration pour tous ceux qui croyaient encore au miracle né de la bonté simple. Cette histoire nous enseigne que nos actes de bonté, même les plus discrets, créent des ondes qui nous reviennent de façons inattendues. Nicolas n'était qu'un père ordinaire qui avait fait un geste extraordinaire par humanité pure. Il n'avait pas aidé Françoise pour obtenir quelque chose en retour. Il l'avait fait parce que c'était juste. Parfois, le destin a une façon mystérieuse de récompenser ceux qui donnent sans compter. Dans notre monde où tout semble calculé, leur histoire nous rappelle que la vraie richesse réside dans notre capacité à tendre la main à un inconnu dans le besoin. Un simple geste de compassion peut changer le cours d'une vie entière. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que la bonté existe encore, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire au miracle du quotidien. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la beauté de l'âme humaine et dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà vécu un moment où un geste de bonté a changé votre vie?